Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission sportive, le rendez-vous des sports de BLTV. Avec mon confrère Hilbert Eda, nous avons comme invité pour ce numéro le préparateur psychologique Espero Aouian. Bonjour à tous. Bonjour. Au sommet de ce numéro du rendez-vous des sports, la distinction des meilleurs du championnat 2021-2022, la professionnalisation de l'arbitrage béninois, est-ce la fin des frasques au niveau de l'arbitrage béninois? Les grandes résolutions de l'AG de la FBF qui s'est tenue ce lundi du côté de Ndali. Et enfin, nous terminerons par la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui a été reportée sur 2024. Bonjour et bienvenue. Quelques semaines après la fin des différentes rencontres au niveau du championnat 2021-2022, les meilleurs ont été récompensés la semaine dernière. Que peut-on dire de cette cérémonie qui a été organisée du côté du stade de l'Amitié et quelles ont été les différentes récompenses attribuées aux équipes et aux joueurs? En attendant l'avis de Espero Aouian, Hilbert Eda va essayer de nous faire le point des différentes récompenses reçues du côté du stade de l'Amitié. Hilbert. Chers confrères Akilo, chers amis sportifs, bonjour. En ce qui concerne les distinctions des meilleurs du championnat 2021-2022 qui a connu son apothéose le 14 juin dernier, ça a été une fête le vendredi 1er juillet du côté du stade de l'Amitié Général Mathieu Korekou de Cotonou, où tous les acteurs ont été conviés pour être distingués. À la fin, comme Coton est sacré champion, il est reparti avec 20 millions de francs CFA avec un trophée, suivi de Buffle vice-champion, qui est reparti avec 10 millions de francs CFA avec un trophée. Il faut noter que les distinctions individuelles ont été aussi offertes aux meilleurs buteurs, aux meilleurs gardiens et aux champions de la Ligue amateur et de la Ligue Pro Sud, qui ont reçu respectivement, quand je prends le champion de la Ligue Pro Sud, il a reçu 5 millions de francs CFA, Takouné, plus un trophée. Le champion de la Ligue amateur Baniganse FC de Banikwara, qui a également reçu un chèque de 5 millions de francs CFA. Tandis que quand nous prenons le meilleur buteur du championnat, Outier, qui est de l'équipe de Espoir de Savalou, il est reparti avec un chèque de 500 000 francs, plus un trophée. Il y a le gardien Agbenyinu Guillaume de Aswo, qui est reparti également avec un chèque de 300 000 francs avec un trophée. Donc voilà ce qu'on peut retenir des différentes distinctions pour ce championnat qui a connu son apothéose il y a de cela quelques jours dans notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se réjouir de ces distinctions qui ont été attribuées à ces acteurs du football béninois? Je pense que c'est une première. Si on parle de 20 millions pour le champion en titre et si on parle de 10 millions pour le vice-champion, je pense que c'est une première. Comme on a l'habitude de le dire, c'est le football nouvelle version, une nouvelle dynamique, comme l'a dit le président des Chacus. Donc je pense que c'est déjà une bonne entrée de jeu pour la fédération. Le souci maintenant, c'est que ça continue. Il faudrait que l'année prochaine, qu'on passe de 20 millions à 30 millions et à 15 millions. Parce que le football aujourd'hui, c'est de l'argent. 20 millions ne fait rien à Coton. Voilà. 20 millions ne fait rien à Coton. 10 millions ne fait rien dans le paiement même des salaires des joueurs de Buffle. Donc je pense déjà qu'il faut revoir notre situation actuellement au niveau du football ou du sport en général, c'est le sponsoring. Les autres travaillent avec du sponsoring. Lorsque vous allez au Cameroun, Eto'o, ce n'est pas Eto'o qui sort l'argent directement de ses poches, c'est le sponsoring. Il y a toujours quelqu'un qui vient avec son accompagnement. Donc je pense qu'aujourd'hui, le chargé de la communication de la fédération a beaucoup à faire. Il faut trouver un manager général pour la fédé. S'il n'en existe pas, qu'on en trouve pour que celui-là puisse d'abord porter le projet sportif de la fédération durant toute une saison afin que les sponsors puissent adhérer et ce sont les sponsors qui vont sortir de l'argent. Voilà un peu ce qui doit être fait. Comme tu le disais, est-ce que ces 20 millions-là réellement devaient être des sous attribués à des champions? Comme je l'ai dit tantôt, c'est le début du commencement. Pour un début, il fallait motiver oui, plus. Parce qu'une saison, c'est pas facile. Gérer des blessures,
l'alimentation, l'hébergement des joueurs, les primes de match, les médias. Mais les équipes auraient déjà dépensé plus que ces 20 millions là si on Justement, prend Coton il y a quelque chose qu'on appelle subvention qui était venu. Je ne sais pas combien les clubs de première division ont reçu. C'était quelque chose de 10 ou 15 millions. 10 millions chaque équipe. 10 millions plus 20 millions, ça fait 30 millions pour Coton par exemple. 10 millions plus 10 millions, ça fait 20 millions pour Buff. C'est pour dire déjà quoi? C'est juste un accompagnement. C'est juste dire, bon, nous vous aidons, nous vous accompagnons dans ce que vous êtes en train de faire et voir si désormais on peut faire mieux. Mais actuellement, moi, je les invite déjà à penser à la saison prochaine. Parce que 20 millions, comme je l'ai dit tantôt, ça ne paye même pas le salaire. Ça ne couvre pas une saison. Pour vraiment payer des joueurs professionnels, si nous prenons la barre de 100 000, pour 30 joueurs par club, 12 mois sur 12, ça nous fait 36 millions. Rien que le salaire. Pour un club. Avec le staff technique? Non, sans le staff technique. C'est pourquoi il dit un effectif de 30. Donc ça fait 36 millions. Vous voyez? Ça voudrait dire que 20 millions n'a encore rien fait. Donc c'est pas, on ne décourage pas la fédération, mais il faut qu'aujourd'hui la fédération puisse comprendre que désormais l'année prochaine, il y a beaucoup de choses à faire. Hilbert, est-ce qu'avec cette somme de 20 millions qu'on attribue aux joueurs, aujourd'hui aller vers des sponsors, est-ce qu'il ne faut pas calquer le sponsoring à la hauteur de ces sous-là qui ont été donnés 10 millions, 20 millions, au lieu que ça aille à 100, 200 millions? Merci beaucoup. Avant de revenir à cette préoccupation, je voudrais apporter une petite touche à la réponse donnée tout à l'heure par mon cher ami Yelian. Il faut dire qu'aujourd'hui, cette dynamique qu'a apporté le nouveau président de la fédération, Mathurin Deschacus, est salutaire. Du moment où, au niveau de distinction, tout au moins au niveau de la fédération du football, le vice-champion a été distingué. C'est salutaire. Nous avons connu des fédérations où tout au moins c'est le seul champion qui est reparti avec des lots. Et le vice-champion, que ce soit le vice-champion, le troisième, ils n'ont rien eu. Mais le football, c'est le sport roi quand même au Bénin. Le football, c'est le sport roi. Au moins, le trio, le podium, il faudra récompenser le podium. Justement, et ça va venir avec le temps, puisque nous sommes dans la professionnalisation du football qui jusque-là n'a pas encore pris réellement, puisque la fédération y travaille encore pour venir à cette dynamique. Donc nous pensons que du moment où ils ont démarré, ils vont en finir autrement. Revenons maintenant à votre question. Lorsque nous prenons ces acteurs sportifs, le gouvernement, dans ses réformes, a voulu que les associations, ou bien les clubs, soient affiliés à des sociétés sportives. Ces sociétés sportives qui accompagnent les clubs, pour ma part, doivent savoir que, c'est sûr, dans le partenariat, ils ont accompagné avec un cahier de charges qu'ils doivent remplir. Et dans le cahier de charges, ils doivent savoir que tel nombre de joueurs par mois, tel joueur doit gagner ceci, doit gagner ceci dans le cahier de charges. Et à la fin, ce que ça donne. On ne va pas voir ce que la fédération donne pour d'emblée justifier ou jeter le tort sur la fédération. Non. Lorsque le part est posé, il faut accompagner et les inviter à faire plus. Les partenaires, oui. Les sponsors, oui. Mais comment eux autres ils vont venir pour accompagner? Grâce à quoi? Lorsque la dynamique est imprimée, je pense que tout le monde, tous les acteurs, que ce soit les hommes des médias, la presse sportive, tout le monde accompagne cette dynamique-là. Et le bémol que j'ai encore noté dans cette distinction, ils ont distingué tout le monde, hormis la presse sportive qui n'a pas été nominée. Peut-être que la presse n'a pas été à la hauteur des attentes de la fédération. On ne peut pas dire que la presse n'a pas été à la hauteur. C'est la presse qui accompagne. C'est grâce à la presse sportive qu'on a connu aujourd'hui que la professionnalisation est en marche dans notre pays au Bénin. C'est grâce à la presse sportive que les matchs ont été diffusés tout au long du championnat. C'est grâce à la presse sportive que tous les canaux digitaux, que ce soit les médias en ligne, la presse écrite, les web télévisions, les télévisions classiques, tout le monde a apporté son grain de sel à la marmite pour que le repas soit après, que tout le monde aujourd'hui en mange allègrement. Mais tout au moins, il faut qu'on arrive à une fois de la vie penser à cette catégorie d'acteurs qui quand même accompagnent
le secteur sportif dans notre pays. Mais si aujourd'hui, au niveau de la presse, il n'y a pas cette solidarité-là, mais il faudra dire que bon, les gens vont toujours nous minimiser. Parce que je sais qu'aujourd'hui, au niveau de la presse sportive, il y a déjà des matchs qui sont diffusés en direct. Donc, au regard de tout cela, des sollicitations que certains ont reçues au niveau du championnat, quelque chose devait être fait. Donc, il faudra une certaine mobilisation au niveau des journalistes qui accompagnent ce championnat-là, puisque aujourd'hui, nous voulons évoluer. Donc, voilà un peu au niveau de ce qu'on peut dire au niveau de ce sujet concernant les récompenses au niveau du championnat. Nous allons évoluer avec le second sujet. Nous passons maintenant au second sujet de cette émission. Nous allons aborder la professionnalisation de l'arbitrage béninois, qui a été actée la semaine passée par le ministère en charge des sports. Est-ce la fin de l'amateurisme au niveau de l'arbitrage? Est-ce la fin des différents reproches faits aux arbitres? Est-ce la fin des accusations d'arrangement de match? C'est ce que nous allons essayer d'aborder au niveau de ce numéro-là, essayer d'analyser pour voir ce vers quoi cette professionnalisation va nous conduire aujourd'hui. Espérons. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut attendre de cette annonce-là du ministre, puisqu'il a annoncé qu'il faudra qu'on puisse voir ce que cela va apporter avec le championnat qui démarrera d'ici septembre. Je pense que c'est une bonne nouvelle qui est venue dans le monde des hommes en noir, comme on a l'habitude de les appeler. Moi, je pense que c'est déjà une belle avancée de dire que cette professionnalisation va faire voir un changement de statut pour nos arbitres. C'est vraiment un satisfecit. Mais ce que je voudrais, c'est que l'arbitrage aujourd'hui au Bénin, il faudrait faire l'état des lieux en réalité. Qui est arbitre aujourd'hui au Bénin? Comment devient-on arbitre? Y a-t-il vraiment une école ou un petit centre quand même pour permettre à ceux-là de savoir que c'est un métier, c'est un sacerdoce, c'est sacré. Lorsque vous avez 22 acteurs sur le terrain et que vous avez à décider du sort de cette rencontre-là, des efforts de ces 22 acteurs-là, et que vous vous permettez, excusez-moi le terme, mais c'est pas si méchant. Lorsque vous acceptez être méchant, ne pas vouloir donner la raison à qui le mérite, c'est souvent difficile. On a vu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, comme je le dis, il faut d'abord faire l'état des lieux. Savoir qui est vraiment arbitre. Qui veut aller vers cela. On ne peut pas prendre un maçon pour être arbitre. On ne peut pas prendre un menuisier pour être arbitre. Chacun est dans son rôle. Monsieur, tu es venu à l'arbitrage, on va te jauger d'abord sur tes connaissances techniques, sur tes connaissances psychologiques, ton aisance à pouvoir tenir et gérer un match, ton aisance à pouvoir être face aux réalités des supporters. Il y a des arbitres qui craquent. Rien que par des cris des supporters, des arbitres craquent. Ben aujourd'hui, il faudrait que c'est des gens qu'on accuse beaucoup, mais moi je voudrais dire qu'ils sont bons. Moi j'ose le dire, ils sont bons, mais aujourd'hui eux-mêmes doivent se dire, oui, est-ce que je veux vraiment être arbitre? Si je le veux, alors je rentre dans le système. Mais si je ne le veux pas, et que j'ai déjà entre griffes ce petit bagage-là d'avoir quand même officier des matchs, alors je détourne, je me détourne et je continue peut-être dans un autre secteur du sport. Je peux être coach. Un bon arbitre peut être coach. Donc je pense qu'aujourd'hui, le ministre a choisi, on a bien dit, mais il faut revoir, il faut aller vers l'état général de l'état de santé de l'arbitrage béninois. Je pense qu'en partant de l'annonce de cette professionnalisation de l'arbitrage, le ministre doit être parti d'un certain nombre de constats. Hilbert, qui était sur le terrain, doit avoir eu quelques bribes d'informations provenant du ministère, peut-être. Effectivement, quand le ministre annonçait cette professionnalisation de l'arbitrage, c'était la joie qui se lisait sur le visage de tous les arbitres conviés à cette cérémonie qui s'est déroulée le vendredi dernier dans la salle bleue du palais de congrès. C'était la joie qui se lisait sur leur visage. Effectivement, le ministre est parti d'un constat. Il a dit, selon les rapports qui les sont soumis à la fin de chaque mois, à la fin de chaque saison, ils ont fait l'état des lieux et ils ont dit, ils ont réfléchi de commun accord avec la fédération. Ils ont dit, il est temps qu'il
passe à un nouveau cap au niveau de l'arbitrage béninois parce qu'aujourd'hui, ils ont constaté que des arbitres ont été démarchés. Ils ont constaté que des arbitres sur des matchs donnés ont accepté des pots de vin pour faire passer d'autres équipes au détriment d'autres équipes qui le méritaient peut-être sur le rectangle vert. Mais des pénaltys ont été sifflés malencontreusement. Donc il fallait mettre fin à tout cela. Donc partant de là, il a annoncé la nouvelle. Et il disait dans cette annonce que désormais, pour ce qui est de l'hébergement, de la restauration, du déplacement de l'arbitre, que ça c'est désormais du ressort de la Fédération béninoise de football. Et que ce n'est plus l'équipe qui reçoit, qui va héberger l'arbitre, ce n'est plus l'équipe qui reçoit, qui va déplacer l'arbitre, mais c'est désormais du ressort de la fédération. Et il y aura une cagnotte réservée à cela. L'autre surprise, c'est que l'arbitre est désormais reconnu comme un agent de l'État et qui, à la fin, aura un salaire mensuel. C'est déjà une avancée qu'il faut saluer. L'arbitre qui a déjà un salaire mensuel, hormis les primes de match, les primes ne sont pas comprises. Donc, il y aura les primes, à part primes de match, tout ajouté maintenant à ce salaire mensuel. À partir de tout cela, pour ma part, la professionnalisation de l'arbitrage, oui, mais il y aura un problème qui va se poser bientôt. Il y a chez nous, on dit, lorsque ce n'est pas le propriétaire du fétiche qui va encore tomber encore sur les coups les interdits de ce fétiche. Mais toujours est-il que les présidents de clubs qui ont accepté et homologué cette décision, bientôt, lorsque les équipes respectives seront face à des difficultés données, vont tenter de donner des pots de vin pour quand même faire passer les équipes, histoire de se faire qualifier pour la Super League Pro et non rester au niveau de la Ligue Pro Sud. Donc, attention, il est bien vrai. Le ministre a dit plus loin qu'ils mettront une commission en place. Et que s'il constate qu'un arbitre est fautif, il y aura sa place, c'est minorité directe. Donc, je pense que tout est mis en place, quand même pour accompagner l'arbitrage béninois aujourd'hui. Donc, si éventuellement le ministre met déjà la criette devant, je pense que bon, la peur va s'installer et amener les différents hommes en noir à se prendre au sérieux. Aucune peur ne s'installe. J'ai dit tout à l'heure qu'il faille faire l'état des lieux. L'état des lieux. Vous savez, tout ceci, moi ne me surprend pas, mais c'est parti du tabou du président Gaston Zossou. Soyons sincères. Voilà, on n'est pas allé encore effectivement décortiquer. On n'est pas allé chercher l'image que présente l'arbitre béninois aujourd'hui. L'arbitre béninois, on n'est pas encore allé chercher. C'est parce que le président Gaston Zossou a eu le courage, ça il faut respecter, il faut le féliciter, il a eu le courage de dire ce qu'il a fait pour être champion. Il a eu le courage de dire ce qu'on a l'habitude de faire. Il a eu le courage de dire ce qu'on faisait en désignant déjà le champion avant même la fin du championnat. Avant même le démarrage du championnat. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas contre les arbitres. Je n'ai rien contre les arbitres. Je les félicite parce que je vois ce qu'ils vivent sur les terrains. Je vois ce qu'ils vivent sur les stades. Donc aujourd'hui, il faut revoir la commission. Quel type de commission? Il y a des anciens footballeurs aujourd'hui qui sont là. Il y a des anciens arbitres qui sont là. Même M. Bonaventure Kodja, il y en a. On a de la ressource humaine. Donc on doit revoir ces personnes-là et vraiment former ce comité-là, cette commission-là, pour qu'on décortique d'abord l'image, l'état de santé de l'habitat béninois. Sinon, misérité, ce n'est rien. La criette, excusez-moi, on ira devant la criette, on va revenir. Mais quand un arbitre qui a eu la chance d'aller faire un match à l'international et qui a déjà des millions, à un moment donné, écoutez, j'irai me reposer et revenir un jour. Merci M. Aouignan. Nous allons passer au troisième sujet qui concerne l'AG de la Fédération béninoise de football qui a sorti de grandes résolutions dont Hilbert va nous en faire part tout de suite. Hilbert, qu'est-ce qui a été décidé du côté de Ndali le lundi dernier? Du côté de Ndali, le lundi 4 juillet dernier, il y a un conclave pour ce qui concerne l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération béninoise de football qui a réuni les 70 délégués venus des différents départements du pays où nous avons assisté à une réunion qui a débouché sur des décisions
importante. Il faut noter déjà que le même format que l'année dernière va être reconduit pour le format zonal. Format zonal pour ce qui est de notre championnat. On aura encore 36 équipes au départ pour ce qui est de repartir en 4 zones A, B, C, D comme l'année dernière. Après, il y a le championnat qui va reprendre le 24 septembre dernier, c'est-à-dire les 24 et les 25 prochain. parce que le prochain, pardon, 24 et 25 septembre prochain, parce que ça c'est le samedi et le dimanche. Il y aura le mercato qui va s'ouvrir en décembre. 25 janvier, apparemment. Oui, qui va permettre à ces équipes-là de se renforcer, de retoffer les effectifs. Il y aura aussi le championnat féminin qui va démarrer en novembre. Donc tout cela issu de la réunion ordinaire de la fédération nous amène à dire que c'est déjà un bon départ. Toujours est-il que nous attendons le démarrage pour voir. Il y a 2 équipes qui ont une nouvelle montée, qui ont quitté la Ligue amateur. On va voir de quoi ces équipes seront capables au niveau de cette répartition zonale. Est-ce que pourront-ils ou pourront-elles faire valoir les compétences acquises au niveau de la Ligue amateur ou est-ce qu'ils seront des distributeurs de points au niveau de la Ligue pro de notre pays? Donc voilà un peu. Ok, monsieur Aouian, comment vous jugez ces résolutions-là qui ont été prises du côté de Ndali? Non, ben, c'était déjà décidé qu'on devait partir pour une expérience de 3 ans sur ce format de notre championnat. Moi, je dis que même si on ne va pas parler d'avancée, moi je parle d'amélioration parce que les équipes vont se sentir aujourd'hui plus concernées. C'est vrai, USB a entre griffes fait comme Dijon en France, venir et repartir automatiquement. On ne peut pas lui en vouloir parce que le championnat, bien qu'on dise que ce n'est pas d'un grand niveau, tout cela, le championnat se joue. Et il y a du football quand même. À l'intérieur de ce championnat-là, loin d'être un pêcheur, on doit dire quand même qu'il y a du talent à l'intérieur. Il y a des gens qu'on peut repêcher pour pouvoir faire quelque chose. Donc si déjà aujourd'hui, on retourne sur ce format de ligue, de championnat béninois, je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit être au niveau de certains clubs. Je veux citer Dragon, je veux citer Requin, je veux citer Aspac, je veux citer Sobemap, US Craqué qui est devenu Sobemap, et d'autres clubs aujourd'hui qui quand même sont en train de montrer de quoi ils sont capables. Je pense que quand on parle d'expérience, lorsqu'on parle du championnat aujourd'hui au Bénin, on ne peut pas parler du championnat sans parler de Dragon. On ne peut pas parler de championnat sans parler des Awisi Wassa, les requins de l'Atlantique. On ne peut pas parler de championnat sans parler de l'US Craqué. On ne peut pas parler de championnat sans parler d'Aspac, qui a été quand même une fois représentant du Bénin à une coupe continentale. Donc c'est pour dire quoi? Cette formule du championnat permet à chaque équipe de se jauger. Il faille que d'autres prennent conscience et se disent que effectivement ça veut commencer. Parce qu'après ceci, je pense que c'est terminé, hein. Il n'y aura plus de zone. Hein. Maintenant, est-ce que quand vous parlez de dragon, de requin, est-ce qu'aujourd'hui, Buff n'est pas en train de les tirer vers l'avant? Au moins, ils sont représentés par Buff qui est là aujourd'hui. Non, ce n'est pas parce que nous sommes dans la même maison que si je suis premier et que l'autre est dernier, et on va dire que je suis en train de le tirer. Non. Buffle, c'est son destin. Buffle a compris, j'ai dit ici que la meilleure équipe en constance cette saison, c'est Buffle. Et Buffle aujourd'hui n'est pas une petite équipe. Buffle a gardé son histoire. Quand on parle de Borgou, quand on parle du championnat béninois, je me souviens, Buffle, Dynamo de Parakou, Lion de la Takora et beaucoup d'autres clubs qui ont disparu aujourd'hui. On n'a plus les Lions par exemple. Vous voyez, Dynamo de Parakou est resté, les dynamiques de Djougou et consorts, les Panthères par exemple. Voilà, donc je pense que Buff est resté dans sa dynamique de dire, nous, dans notre zone, nous devons être leaders.
Et je pense, si tout le monde cherche à être leader, ce qui est sûr, ceux-là qui méritent, ceux-là qui sont vraiment des clubs mythiques, doivent commencer d'abord par faire des préparations dès maintenant, des recrutements conséquents, et je pense qu'on pourra avoir un très beau championnat avec ces noms historiques du football béninois. Est-ce que les requins et dragons peuvent rejaillir, peuvent rebondir avec, à partir du championnat prochain? Ça ne sera pas de sitôt que le dragon de Lomé ou les requins de l'Atlantique reviennent automatiquement sur la scène du football béninois avec les jeunes clubs qui sont en train de faire des merveilles, vu les préparations, vu ce que vu ce que les différents présidents apportent financièrement pour accompagner les clubs. Je pense que Requins et Dragons ont encore du pain sur la planche. Lorsque vous voyez par exemple Coton Football Club, vous prenez un club comme Ayema Football Club, vous prenez un club comme Dadje Football Club, c'est des clubs qui aujourd'hui ont de la matière. Il y a de jeunes pépites là-bas qui ne veulent pas se faire compter l'histoire. Et aujourd'hui veulent marquer le territoire pour se faire une place dans l'équipe nationale. Et nous avons constaté, vous allez constater avec moi, dans la sélection des joueurs convoqués pour la CHAN, vous allez constater qu'il y a un bon nombre qui ont été piochés dans ces clubs-là. Il est bien vrai que c'est les joueurs locaux qu'on convoque d'ailleurs généralement. Ayema dedans. Mais oui. Voilà. Je ne sais pas si Ayema n'a pas joué. Peut-être que Ayema a faussé quelque part. Il y avait que Olaïta qui pouvait être désigné. Mais non, pardon, non, il faut laisser cette affaire. Je ne veux pas dire que c'est Olaïta seul. Il y a Emile Ma aussi, qui est un joueur, qui est un latéral gauche. 6 passes décisives, s'il vous plaît. Tous les matchs. Un seul match raté parce qu'il était malade. Voilà. Donc on ne peut pas me dire que Ayema, il n'y a pas de joueur, ou bien il y a Olaïta seul. Olaïta a fini son temps, il est parti. Mais aujourd'hui, on a retrouvé aucun joueur d'Ayema. Alors il y a un meilleur latéral gauche, il y a un meilleur latéral droit. Ça revient aux décideurs. C'est le sélectionneur qui a vu qu'il y a d'autres latérales plus bons que lui. Par contre, on voit des joueurs qui n'ont même pas de temps de jeu qui sont dans cette liste-là. Bon, peut-être qu'ils vont essayer de s'illustrer au niveau de ce championnat africain. Là. On verra la suite. Bien vrai que, en fait, les équipes que nous devons affronter, c'est déjà perdu d'avance. Voilà. Mais il y a aussi. Elles sont de taille, le Ghana, le Nigeria. Il faudra réussir à s'en sortir. C'est pas une mince affaire. Impossible n'est pas béninois. Voilà. Nous y croyons fermement que nos locaux pourront quand même nous surprendre, même si les écureuils aujourd'hui restent sur des défaites. Nos locaux peuvent quand même nous donner du sourire. Lorsque je revenais maintenant à mon analyse que j'avais entamée, vous savez, les requins, on parle aujourd'hui des requins, des dragons. C'est des clubs mythiques. Quand on attend ça, sonne bien dans la tête. Je me rappelle, il y a encore notre club, à part dragon, à part requin, il y a Mogat 90. C'est un club qui, ma foi, aujourd'hui, ces clubs-là ont ont montré de quoi elles étaient capables dans le temps. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'effectif. La moyenne d'âge est élevée dans ces différents clubs, je ne sais pas, mais toujours est-il que l'effectif doit être revu au niveau de ces différents clubs et apporter de la jeunesse, apporter du sang neuf, voilà, pour quand même montrer qu'il y a quelque chose à se préparer pour que nous constatons ce qui se fait ailleurs. Il n'y a pas un club mythique au Bénin qui aujourd'hui est pourvoyeur de l'équipe nationale. Et je pense que nous devons y travailler pour cela. Les différents clubs devront travailler pour cela. Quand vous allez au Cameroun, il y a un club mythique. Quand vous allez au Congo, il y a un club mythique. Vous allez en Côte d'Ivoire, il y a un club mythique. Mais dans notre pays, nous n'avons pas ce genre de club. Nous devons y travailler pour cela. Est-ce qu'il ne faudra pas avoir plusieurs clubs pourvoyeurs de joueurs pour l'équipe nationale pour qu'on ne puisse pas dire que c'est seulement au niveau d'un club que l'entraîneur pioche? Je tente de dire c'est quoi. Ce n'est pas forcément... Et généralement, on ne peut pas prendre tous les joueurs de ce club-là pour former l'équipe nationale. Mais tout au moins, quand tu viens dans ce club, tu as au moins 60 ou 70% d'être sélectionné dans l'équipe nationale. Parce que là, tu es plus proche de la sélection. Parce qu'il y a là rien que des meilleurs. Ok, merci Hilbert. Nous allons partir du Bénin pour rebondir du côté de la Côte d'Ivoire
avec les dernières décisions de la CAF, avec Patrick Motsepe qui a décidé du côté de la CAN à ce que la CAN soit reportée à 2024. Qu'est-ce qui n'a pas encore marché après le Cameroun, la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce n'était pas prévisible que le mois de juin est une saison pluvieuse et qu'on veuille encore ramener cette compétition-là à juin alors qu'on a toujours déroulé ou bien joué les CAN pendant les mois de janvier et février? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et on essaie chaque fois de forcer, M. Aouna. On essaie de forcer. Je pense que... Puisque la mayonnaise ne prend pas, la mayonnaise de juillet. On l'a essayé avec non, avec l'Égypte. Avec l'Égypte, après, on a eu tout ce souci-là du moment où le corona s'est invité et tout a pris de chamboulement. Je pense que aujourd'hui, la fédération, il y a ce qu'on appelle le manque d'observation. On n'observe pas, on ne tient pas compte du climat du pays, on ne tient pas compte d'un certain nombre de paramètres pour pouvoir décider des choses. Vous voyez, on veut jouer au Bénin par exemple. On ne peut pas jouer courant août au Bénin. On ne peut pas commencer par exemple à jouer, disons, en avril au Bénin. Parce qu'on sait que la pluviométrie, surtout au sud, puisque nous savons que tout condense vers le sud, la pluviométrie, elle est forte. Soit on délocalise cela vers le nord Bénin et on sait qu'il faut construire beaucoup de stades là-bas. Maintenant, dans quelle partie de la Côte d'Ivoire, il faut savoir se dire, est-ce qu'il y a 2 saisons là-bas? Ici, c'est un avantage pour nous. On a 2 saisons au sud, on a 4 saisons au total au sud, 2 au nord. Ben, on n'a pas observé cela. On est revenu à cette histoire parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître. En Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Quand on parle d'inondation et de pluie, ça ne va pas. Donc, laisser la vie des athlètes, de très grands athlètes, aller compétir dans ces conditions-là, moi je pense que c'est responsable d'une part. Mais parlant d'observation, parlant d'analyse du climat, parlant des différents contours dans un pays, je pense que la CAF doit avoir un comité, une commission pour étudier cela avant de se dire, bon, nous allons jouer courant ci, nous allons jouer courant ça. Si après deux éditions, ça n'a pas marché, est-ce que ce n'est pas mieux qu'on puisse revenir à cette ancienne version où on a toujours joué en janvier et puis ça a toujours prospéré, ça s'est déroulé normalement? Non, il ne faut pas oublier que ce qui se passe en Afrique est une conséquence directe des décisions prises au niveau de la Fédération internationale du football, l'association FIFA. Parce que eux autres, il y a un problème qui se pose en Afrique. Nos joueurs africains évoluent dans les grands championnats, les 5 grands championnats européens. Et en janvier, en février, il y a un bon nombre de ces joueurs dont les clubs ne veulent pas qu'ils reviennent jouer la CAN pour les pays respectifs. Donc pour finir avec cela, la FIFA a commencé par pistonner la CAF, histoire de déplacer la CAN vers le mois de juin-juillet, pour quand même profiter les vacances au niveau de ces clubs-là, afin quand même qu'ils puissent libérer ces joueurs qui ont quand même de la matière à apporter. Mais si c'est ça, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté parce qu'on ne peut pas accepter que moi, mon club soit en vacances, moi je viens me tuer et quand je vais finir, parce que la CAN fait 1 mois et automatiquement je finis en juillet, je dois repartir pour la pré-saison. Voilà. C'est de la méchanceté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la mayonnaise peine à prendre, mais on continue de pousser alors qu'on connaît les réalités africaines. On sait qu'en Afrique, il y a le mois de juin n'est pas approprié. Il y a une période de forte saison, de forte pluviométrie en Afrique. Et on va mettre la CAN qui va se jouer dans cette période. Pour moi, on aura toujours, même si ce n'est pas la Côte d'Ivoire aujourd'hui, que ce soit un autre pays africain demain ou après-demain, le même problème va toujours se poser. Mais j'ai l'impression que la CAF n'est pas autonome là. Oui, bon, de toute façon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat que nous aborderons dans un second numéro. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À la prochaine.